Bonjour et bienvenue sur la chaîne Culture Plus d'Emelin. Cette semaine, l'Espace Saint-Jean vous propose de regarder la conférence Le végétal dans l'art contemporain, présentée par Christian Pellatier. Cette conférence clôt le cycle sur les matériaux dans l'art contemporain. À bientôt à l'Espace Saint-Jean. C'est important d'aborder le végétal et c'est important de considérer comment les artistes aujourd'hui ont encore besoin de mains et comment ils reviennent à cette question de la manualité, à la geste de l'artiste, à la geste de l'artisan. Vous savez que Artiste Artisan, c'était une très grande exposition montée par François Matet aux Arts Décoratifs avant que le Centre Pompidou n'existe et François Matet, grand commissaire d'exposition et conservateur des arts décoratifs, a été l'un des piliers de la création du Centre Pompidou. On a même pensé très longtemps que ce serait lui qui prendrait la direction du Centre Pompidou, puis ça a été Pontus Hulten, parce que c'était compliqué apparemment qu'un Français en prenne la tête en 1964. Donc du tronc d'arbre sculptural à la brindille fragile, le végétal ne cesse d'essaimer dans l'art pour ses évocations poétiques et écologiques, mais aussi pour la relation distendue de l'homme à la nature que l'artiste cherche à combler aussi bien pour les autres que pour lui. Donc cette relation va devenir un enjeu pour l'art contemporain. Il s'agira bien sûr de rechercher la survivance d'une interaction, d'une collaboration avec cette dernière. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Hein. Comme pour la Terre, si vous vous en souvenez, il s'agit, dans ces démarches, de retrouver un contact intime, de retrouver un contact primitif avec le matériau, en se considérant comme un observateur attentif, en se considérant comme un corps réceptif. Une relation ancestrale entre la permanence de la nature et la finitude de l'homme, qui est symbolisée ici par ce visage vieillissant, qui est révélé par la photosynthèse. Une œuvre de Ackroyd et Harvey que l'on retrouvera au terme de cette conférence, qui était montrée à Milan, à Hangar Bicocca, en 2011. Premier chapitre de notre soirée, je l'ai intitulé « Herboriser, essaimer, bonnes et mauvaises herbes ». Je vais couper ma vidéo, ce qui me permettra d'avoir un meilleur flux d'images. Voilà. C'est une œuvre de Giuseppe Pennone, ça s'intitule « Le ver du bois avec branches », une œuvre de 1983. C'est une peinture dans laquelle vient se mêler un arbre avec des feuilles frottées et du pigment végétal sur la toile. La force productrice de la nature, elle fait écho à la pratique des artistes. C'est celle d'une création inextinguible qui répond à une nécessité à la fois profonde et en même temps extrêmement mystérieuse. Il y a une analogie entre les sciences du vivant et l'art qui est assez aisée. Vous savez, dans la théorie de l'art moderne, Paul Klee compare la position de l'artiste à celle d'un arbre, sa ramure à l'œuvre d'une vie et ses racines aux orientations du créateur dans le monde. Giuseppe Pennone, cet artiste italien de l'arte povera, qui est né en 1947, avance à main nue dans la forêt pour réaliser ses frottages de feuillage directement sur des troncs d'arbres, bien avant notre tentation d'aller nous-mêmes les enlacer ou de les enlacer lui-même, comme vous allez le voir dans l'œuvre qu'il a réalisée en 1968. Il dit l'empreinte est un frottage, comme le faisait Max Ernst dans le surréalisme. L'image animale, l'empreinte est culture involontaire, dit-il. Elle a l'intelligence de la matière, une intelligence universelle, une intelligence de la chair, de la matière homme. L'empreinte de tout l'épiderme de son propre corps, un saut en l'air, un plongeon dans l'eau, le corps couvert de terre. Giuseppe Pennone, au Nasher Sculpture Center à Dallas, j'ai rajouté cette œuvre dans le petit livret que vous avez, réalise un geste très fort avec cette œuvre en 1968 qui s'intitule « Il poursuivra sa croissance sauf en ce point ». Et donc il va faire le moulage en bronze dans sa main et pincer un petit tronc qui, depuis 50 ans, ne cesse de croître et qui finira un jour par avaler la main de l'artiste. Donc vous voyez, cette manière de dire en 1968 que l'homme, ses technologies, ce monde, je vous le rappelle, à cette époque qui est en train de découvrir la Lune et la Terre depuis la petite planète bleue, se rend compte de l'aspect essentiel de cet rapport à la Terre, de ce rapport à la Terre avec cette relation. Vous comprenez bien que Pennone
abandonne la posture traditionnelle de l'homme, vous savez, celle d'une approche scientifique, comptable de la nature. Et la question de représenter la nature se pose avec acuité à tous les naturalistes à partir de la Renaissance, à tous les artistes. Ils vont travailler ensemble et l'essor particulier de la botanique descriptive va être accompagné par celui du dessin naturaliste. Il est évident que, aussi sûr que soit la main de l'artiste et précis son coup d'œil, il y a forcément dans le geste une réinterprétation du modèle. Et c'est l'herborisation qui va devenir cette pratique botanique nouvelle et permettre d'éviter la subjectivité. Donc, les herbiers, qui sont constitués généralement à des fins scientifiques, l'étaient aussi parfois dans un but esthétique, symbolique, voire philosophique. Et vous voyez ici Jean-Jacques Rousseau, accompagné d'un poème, à l'aspect de ces fleurs, des souvenirs touchants ont réveillé son âme et rajeuni ses sens, tout rappelle à son cœur les traits de sa Julie et les jours fortunés du printemps de la vie. Et à la fin de son existence, Rousseau se rapproche de la société de la nature en s'éloignant sans regret de celle des hommes. En communion avec la nature, Rousseau va chercher l'apaisement, la consolation et la liberté intérieure. Et Rousseau stigmatise la dénaturisation croissante de l'homme et prévient ses contemporains que, faute de retourner à sa simplicité naturelle, ils courront inévitablement à la ruine. Je crois que c'est des leçons dont il faut se souvenir aujourd'hui. Et herboriser était le but de la plupart de ses promenades. Il disait « Je raffole de la botanique. Cela ne fait qu'empirer tous les jours. Je n'ai plus que du foin dans la tête. Je vais devenir plante moi-même un de ces matins. Et je prends racine. » Voilà ce qu'il écrit à un de ses amis en 1765. Et donc on voit ici l'un de ces herbiers, vous savez, sur les petits herbiers qu'il composait et qu'il offrait à des femmes, et plus précisément ici à la fille d'une de ses amies, Madelon de Le Serre, qui était âgée de 6 ans à l'époque. Cet herbier va avec les rêveries, l'une de ses œuvres ultimes. Et il a été réalisé en Île-de-France, une collection de petites plantes extrêmement simples, dit-il, montées avec le plus grand soin, le plus souvent entières, avec leurs racines, les mousses qui sont maintenues par des languettes de papier doré. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, c'est un herbier extrêmement poétique qui est accompagné de lettres élémentaires sur la botanique et qui nourrissent évidemment un but pédagogique. Il écrit par exemple « À tout âge, l'étude de la nature émousse le goût des amusements frivoles, prévient le tumulte des passions et porte à l'âme une nourriture qui lui profite en la remplissant du plus digne objet de ses contemplations. » Dans la deuxième partie du XXe siècle, ce sont les philosophies orientales distillées dans le monde occidental qui vont œuvrer pour une pensée qui ne sera plus dualiste, qui séparerait donc la nature et l'homme. Et à rebours de la conscience et de la connaissance rationnelle, les philosophies orientales expriment un mode d'appréhension du monde qui refuse la hiérarchisation. Voilà une photo d'Hermann de Vries. Autrefois chercheur en sciences de la nature, Hermann de Vries rencontre à la fin des années 50 la pensée du bouddhisme zen. Et le motif du lotus que l'on voit ici, pour incarner la notion de microcosme, dépasse largement la simple métaphore. La plante, pour Hermann de Vries, elle est à la fois une entité autonome et une partie indissociable d'un tout. Ce que formule de Vries en réalité, c'est l'engagement pour la nature, entendu comme un enchaînement d'interdépendance. On voit les herbes encadrées par Hermann de Vries de façon très simple, avec du pain clair, et puis ces compositions qui relèvent à la fois de la collection type herbier et en même temps d'un formalisme qui est hérité des années 50-60, l'époque où je vous le disais tout à l'instant même, Hermann de Vries était encore totalement concentré sur la peinture abstraite et les sciences de la nature. Et donc, il va s'adonner aux joies de l'abstraction, à des séries aléatoires, et de Vries va notamment disposer les herbes ou les joncs de manière géométrique dans le cadre du tableau, jouer sur les registres des courbes, des parallèles. L'espace est, dans son travail, tantôt saturé, tantôt réduit à son expression la plus minimale. Série qu'il propose à la Documenta de Kassel ici, avec cette variation autour du thème de la planche botanique qui est essentielle. Et comprenez bien, là où le scientifique prélève et fractionne, Hermann de Vries, lui, prône la moindre intervention. Et c'est pour ça qu'il dit que simplement il présente des extraits de nature. Il dit « Je présente des extraits de la nature, je me contente de montrer ce que l'on ne regarde plus, ce qui paraît sans intérêt. Nous nous sommes tellement éloignés de la nature, nous l'avons tellement modifiée, manipulée,
détruite. Nous avons si bien oublié quel est l'art par excellence que seul un artifice de plus, celui de l'art humain, peut nous aider à la retrouver. Parce que nous avons perdu toute relation d'immédiateté avec la nature, nous avons besoin de la médiation supplémentaire de l'art, de sa médiation pour restaurer l'unité que nous formions avec elle. Donc vous comprenez que la nature vient à l'art au travers des représentations qu'en font les artistes. Et ces représentations sont médiatisées autant par l'idée de nature que possède l'artiste à un moment historique déterminé, que par sa perception personnelle. Et le tout étant à son tour véhiculé par les matériaux et les supports techniques qui rendent les idées visibles. Et aujourd'hui, on est dans un temps de, allez, je sais pas comment dire, de green mood. On a l'esprit vert, vous savez, et l'herbier artistique, après avoir été raconteur de mythes, de poèmes pour tous, de philosophie, va commencer à raconter des attitudes personnelles, et celle de Marie Denis, une artiste née en 1972, à l'égard de la nature et d'une grande disponibilité, d'une grande sensibilité et réactivité au monde. Vous voyez ici, presque sans accrochage, l'herbier noir en 2016, avec, disposé au sol dans un genre de feuilleté de vitre et de caisse de bois clair, un herbier champêtre, exotique, patiné au graphite. Vous savez, il y a certaines œuvres qui sont encadrées, qui sont protégées, et puis d'autres qui sont simplement posées là, de la luzerne, de la monnaie du pape et des graminées comme ça qui cohabitent dans un imaginaire assez sec avec un buisson de palmes noires qui est disposé en éventail. Ces grands tableaux, Washingtonia et Phoenix ici, dans la série de l'herbier noir en 2016, avec 2 mètres sur 2, vous voyez, une patine graphite, montre bien comment, dans son imaginaire, peuvent cohabiter un buisson de palmes noires disposé en éventail et puis des petites choses. Vous voyez, c'est saisi par le graphite et la végétation a quelque chose d'antinaturaliste, de fossilisé, un peu comme une évocation assez majestueuse de la dégénérescence. Marie Denis, elle cherche, je la cite, à conserver cette fragilité dans le temps, à associer des savoir-faire pour expérimenter à la fois les techniques de conservation et de présentation des végétaux. Alors évidemment, la morphologie végétale, elle s'est épanouie dans l'ornementation et dans l'architecture. Elle est un répertoire de formes dont l'ambiguïté fait le jeu des créateurs. Par exemple, Karl Blossfeld. Karl Blossfeld a vécu au XIXe siècle, il est 1865-1932, et à la fin de sa vie, vers 1928, il nous a fait toute une collection de plantes exotiques, de plantes, pardon, non, pas exotiques justement, pas les plantes sophistiquées des jardiniers. Il va s'attacher à collecter avec acharnement d'innombrables exemplaires de ces petites plantes robustes qui peuplent les chemins, les talus, les terrains vagues des environs de Berlin. Et que nous, le commun des mortels, qualifions dédaigneusement de mauvaises herbes. Et bien que son travail photographique semble prendre l'aspect d'un herbier, le végétal est transfiguré, fragmenté, et tout le protocole est très scientifique. Il donne les noms latins des végétaux, il a fait 6000 photographies avec une procédure invariable pendant 30 ans. Je vous en montre une autre série, vous voyez. C'est toujours le même système qui est mis en place par Karl Blossfeld. Il commence tout d'abord par extraire la plante de son contenu, il la modèle afin d'atteindre les formes voulues, il ouvre les bourgeons, il taille les ramifications inutiles, il effeuille, et pour pouvoir atteindre une symétrie, une régularité, un ordre parfait, il va utiliser du fer qu'il va insérer dans la tige du végétal, pardon. Et il met ensuite le végétal sur un fond de carton neutre, blanc ou gris, et il choisit un élément de la plante qui peut grossir jusqu'à 40 fois, avec une prise de vue toujours frontale et un rendu très graphique, qui fait que on a l'impression parfois d'avoir un élément décoratif ou une architecture. Pour lui, le végétal, je le cite, fait preuve d'une énergie primitive pour donner à tout ce qu'il compose la forme artistique la plus aboutie. Et donc, on va avoir une œuvre qui s'intitule Les formes originelles de l'art, qu'il publie en 1928, Urformen der Kunst, qui expose une organisation végétale stylisée symétrique qui pointe qu'on peut utiliser le végétal pour les arts décoratifs parce qu'il a des contrastes puissants, et puis en lien avec le métal pour le lier avec l'architecture, avec ses gris et ses tonalités toujours très choisies. Donc on a des photos qui exposent le fonctionnement d'une pensée moderniste, formaliste, techniciste, où l'art se fonde sur
l'imitation de la nature et la photographie, et où le film, bientôt, nous permettra de dépasser la vision conventionnelle pour produire une nouvelle vision du monde. Et ça, ce sera le rôle de gens comme Max Reichmann, qui est un artiste strasbourgeois, qui est né en 1984, puis qui a fini sa vie aux États-Unis ou dans le milieu du cinéma en 1958 sur la côte ouest à San Francisco. On a en 1926 Le Miracle des fleurs, le film de Max Reichmann qui dévoile à travers des plaques transparentes la croissance souterraine, la prolifération des fleurs. Je vais vous montrer un petit extrait de film. Il va falloir que je me taise pendant que je le montre parce que sinon ça altère le flux. Mais vous allez voir que c'est intéressant de voir que cette culture visuelle d'une époque avec des films à visée scientifique met en avant ce qui est imperceptible à l'œil nu, avec une accélération, avec des gros plans. Et le cinéma va transformer la perception du vivant et réveiller ce qui semble inerte. Flora, la sainte patronne qui préside la croissance des plantes, il y a 5 actes de la germination à la mort, passant par la floraison, la fructification, la panaison, vous voyez, ce sont des herbiers cinématographiques qui sont décrits par plusieurs auteurs comme étant presque un médium animiste, nous avec des formes de pensée primitives, de la nature serait vivante, et un réveil de lumière pour nous faire participer à ces rythmes de vie non humains. Voilà, on se retrouve avec l'art, cette activité humaine qui donc a imité l'activité productrice de la nature, qui s'est fondée sur le même principe créateur. Claude Lévi-Strauss nous dit « L'art constitue au plus haut point cette prise de possession de la nature par la culture. » L'art constitue au plus haut point cette prise de possession de la nature par la culture. Il y a un artiste français né à Vannes en 1974, Yann Serrandour, qui s'intéresse aux environnements culturels. Et à partir de documents et d'objets de seconde main qu'il a collectés pendant 2 ans, Yann Serrandour expose le phénomène de la cactophilie et en suit le cheminement au gré des modes et des traductions d'une frontière à l'autre à travers tous les objets qui peuvent s'y rapporter. Donc sur le mur, vous avez quoi? Une photographie de la foire exposition annuelle au cactus de Denver, dans le Colorado, qui est publiée, je crois, dans le Denver Post en juillet 1980. Et ça expose cette fascination collective de domestication du cactus. Donc vous voyez au sol, il y a des porte-plantes rétro dont les tables d'origine ont été, les tablettes ont été sélectionnées pour tenir et présenter des plaques de plexiglas ou des livres qui sont découpés au format des livres qu'elles soutiennent. Et il y a un ensemble d'ouvrages sur la culture des cactus publiés de la fin du 19e jusque dans les années 30 qui sont présentés, période au cours de laquelle la vogue des cactus s'est largement propagée à travers l'Europe et les États-Unis. Je vous rappelle qu'on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et que le cactus, avec la fascination pour le western et l'Amérique,
va devenir symbolique de plusieurs choses. D'abord, le caractère épineux, autarcique du cactus lui permet de survivre dans un environnement désertique et aride. Et puis, d'un autre côté, on a évidemment son côté décoratif, c'est comme une sculpture géométrique vivante, hein, qui fait l'objet de tous les soins. Donc vous voyez, il y a une reproduction photographique sous la forme de cette grande toile qui apparaît comme une mise en abîme de la galerie, tandis que les porte-plantes, avec ces formes un peu déviantes qui ressemblent elles aussi à des valeurs de cactus, vous voyez, très ornementales. Il y a cette mise en scène qui donne à cette pratique amateur qui est la cactophilie, une visibilité sociale à partir de laquelle l'histoire d'un goût peut se raconter, et ça rend manifeste, et je crois que c'est cela le but de Yann Serrandour, ça rend manifeste la relation artificielle que nous entretenons à la nature au XXe siècle, et en particulier à partir des années 30. La couleur verte est devenue une véritable tendance, un ersatz de ce qu'il nous reste du monde végétal. C'est le vert, c'est très à la mode. Alors, plus le contact naturel se perd, plus la relation artificielle compense, et le greenery de Pantone a été élu la meilleure couleur de l'année 2017, par exemple. Preuve des bienfaits de la green touch dans nos intérieurs. Ici, vous voyez ces œillets mis à plat. Ils ont été installés directement sur la vitre de l'appareil de reproduction. Et donc, ils se trouvent confrontés avec deux lamelles d'un nuancier dont les graduations de teintes visibles correspondent à celles des pétales. C'est intéressant, vous voyez, on a le rose de l'œillet, le vert de l'œillet, et l'hyper-réalisme de la technique qui associe en une sorte de ready-made la figuration et le romantisme des fleurs à la géométrie et au pop des Pantone. Vous voyez, format, perspective, lumière, tous les réflexes traditionnels de l'analyse picturale ne sont pas loin, d'autant que la fleur ici a été sciemment choisie, hein, vous imaginez bien, pour sa présence dans l'histoire de la peinture. L'œillet est très significatif. On est dans un système d'indexation du réel, un peu comme si il y avait des artistes qui essayaient, comme Mathieu Mercier ici, dans cette œuvre donc sans titre de 2017, de fabriquer une matériothèque. Et ça vient bien en conclusion ça vient bien en conclusion de cette dernière questionnement autour d'artistes artisans, vous voyez, et des matériaux. Le classer, le mesurer de diverses manières avec cette expérience permanente, c'est autant de traits d'une pratique qui comme ici dans l'art et la science, nous signifie bien qu'il y a une perte de l'expérience dans les deux cas. On va conclure ce premier chapitre, herboriser et s'aimer, bonnes et mauvaises herbes, avec Thomas Ferrand, qui en 2019 fait une traversée à Poitiers lors de sa résidence à la Villa Bloch, où il a arpenté le territoire à la recherche des plantes qui poussent spontanément. Il a même conçu un menu de gastronomie sauvage en proposant des balades cueillettes avec le public, des lectures performées. C'est pas plus original que les promenades d'herborisation qui sont proposées par les associations, mais c'est le canal artistique qui les rend là dignes d'intérêt. Faut bien comprendre, hein, je vais vous montrer une petite vidéo de ce travail-là où on voit Thomas Ferrand, donc qui est un artiste originaire de Caen, né en 1982, qui réfléchit sur les mauvaises herbes. Hein. Comprenez bien une chose au sujet de la nature pour clore ce chapitre. Idéalisé à la Renaissance, objet de propriété qu'il s'agissait de contrôler, la nature, la flore, participe aujourd'hui à remettre en cause les logiques du pouvoir. Maîtrise et domination. Vous voyez, vous comprenez on va essayer de valoriser les espèces que le système économique réprime. Les mauvaises herbes, pensez à Gilles Clément, hein, qui, dans ce magnifique livre Les Vagabondes, en fait un panégyrique. Thomas Ferrand, il est artiste-chercheur en botanique. Il s'est mis à s'intéresser aux plantes sauvages comestibles au moment où il signait son retrait de la scène artistique en 2016. Et du coup, il s'est intéressé à la colonisation et aux autres formes de vie par l'humain de la nature. Hein. Et donc, il cherche désormais à réécrire, à réinterpréter l'histoire à travers des promenades, des repas,
où les participants découvrent la richesse des plantes sauvages qui les entourent. Je vous laisse découvrir cela dans... Je vais vous montrer une plante qui est très commune. Peut-être que vous la connaissez déjà. Il faut déterrer ses racines. Donc vous allez juste avec votre ongle frotter un petit peu les racines et puis sentir. L'avantage de ces feuilles-là, c'est qu'on peut les trouver même l'hiver. Par contre, c'est pas une des meilleures plantes. Elle a pas de goût très intéressant, mais on peut s'en faire une soupe. Les racines, elles sont intéressantes, mais la saveur ne supporte pas très bien la cuisson, ni trop le séchage, et c'est vraiment délicat. Les plantes, on peut les aborder au toucher, à l'odorat. Il faut s'épargner aucun mode de rencontre avec la plante. Là, vous avez quelque chose de très rêche. Et ben cette plante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est vraiment très agréable à manger. En bouche, elle est fondante. C'est la grande bardane, qui est jugée comme une mauvaise herbe ici, et qui est tellement appréciée des Japonais qu'ils la cultivent sur des champs entiers. Et ils l'appellent au Japon gobo, et c'est une plante qui est très nutritive, et qui est très bonne aussi pour détoxifier le foie. Et la racine est délicieuse quand elle est jeune. Elle est tendre, juteuse, et on en fait des gratins, on fait plein de choses avec. Et les feuilles de tilleul, quand elles sont jaunes, ou les feuilles de mauve, vous pouvez les manger, elles sont délicieuses. Elles sont mucilagineuses, c'est-à-dire qu'elles sont totalement fondantes en bouche. Les fleurs aussi. Dans le tilleul, on peut manger les jeunes feuilles, on peut manger les jeunes fruits, on peut tout manger dans le tilleul. Voilà. Donc on peut tout manger dans le tilleul, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve que célébrer la mauvaise herbe, c'est également questionner la belle plante, interroger la notion de goût et des hiérarchies culturelles qui sont très précises. Vous voyez, en contrepartie, je crois que définir une éthique vis-à-vis de la nature, c'est intéressant parce que désormais, elle serait digne de devenir de l'art. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, hein, vous savez. Et c'est comme ça que j'ai envie d'entamer ce deuxième chapitre que j'ai intitulé Fleurs en composition ou en décomposition, je ne sais pas comment il faut que je dise, avec cette œuvre que j'ai rajoutée de Paul Armangette. Ça s'intitule Jour de lune. L'apostrophe U-N-E, évidemment. Jour de lune de 2017. C'est un morceau de lave du Puy de la Vache et puis une sérigraphie avec ce 0 mètre du géomètre, vous savez, qui sert à déterminer un point. Je laisse imaginer quel point se fait sur ce triangle de pétales de rose vierge. Il existe, je le disais, une histoire culturelle de la fleur. Et les plantes ont tout d'abord un rôle nutritif, hein, mais également un rôle important dans la vie spirituelle et religieuse. On se frottait sur des pierres de fertilité. Naturellement, cette rose virginale évoque des questions qui sont bien au-delà de l'aspect esthétique. Chez les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, on retrouve une utilisation des plantes et des fleurs qui viennent caractériser certaines coutumes. Les Grecs et les Romains utilisaient les fleurs en guirlande, en couronne, vous savez, la fameuse couronne de laurier qui était remise aux gladiateurs, ou en pétales, qu'il se met sur le sol. Donc, dans les peintures, on a des exemples
et des témoignages précieux de l'évolution des fleurs et des bouquets. Mais je pense qu'il faudra attendre le 19e siècle, et on voit ici Édouard Manet, qui en 1864 nous peint branche de pivoine blanche et sécateur, une œuvre qui est à Orsay, petit format naturellement, parce que 42 sur 47, vous voyez, c'est un sujet d'un genre mineur. Et donc, malgré tout, petit à petit, la fleur va venir se confondre avec la grande histoire de la peinture. Et la plupart des natures mortes ont recours à des bouquets pour modèle. Dès 1862 et jusqu'à sa mort en 1883, Manet ne cessa de peindre des fleurs. Donc on s'aperçoit qu'elles vont accompagner toute une partie de son œuvre, tour à tour symbole de féminité, témoin d'un sentiment amoureux, figure de l'amour vénal, emblème de la mort, enfin, vous voyez. Et ici, dans ce tableau, il développe le thème du cérémonial funéraire, funéraire, le terme là, avec ces fleurs et leurs pétales étalés, prêtes à être jetées. Finalement, est-ce que ce n'est pas à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, une version moderne des vanités avec un grand sujet sur une toute petite toile? Vous savez, toutes ces fleurs coupées qui nous disent qu'il faut vivre dans la crainte de Dieu et qu'on affichait sur son mur à la Renaissance et même déjà avant. Donc, Maria Loboda, une artiste polonaise qui est née en 1979, qui nous fait un guide des insultes et de la misanthropie en 2006-2007 en photographiant des vases de fleurs sur cette petite sellette. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir ce magnifique bouquet très composé. Et du coup, on s'interroge, on sait bien que la flore, elle est muette et pourtant, elle a quelque chose à dire. Et donc, avec la Bible et la mythologie, les espèces reflètent une palette de qualités morales, tout un ensemble de concepts et de sentiments que les artistes contemporains ne vont pas manquer de s'approprier. Et Maria Loboda, elle va récupérer ce symbolisme complexe du langage des fleurs qui se développe dans l'histoire à travers un art de la séduction plus ou moins dangereux qui est codifié par des signes dans lesquels les craintes, les désirs vont se manifester par des plantes. C'est au Moyen-Âge, vous savez, que ce langage va se développer dans la littérature courtoise et un peu plus tard, à l'ère victorienne, vous savez, qui était particulièrement pudibonde et moralisatrice, puis il y aura un véritable engouement à nouveau pour ce langage des fleurs. C'est chaque plante représentait un mot, parmi d'autres espèces. L'hyacinthe jaune, c'était la jalousie, le rhododendron, c'était le danger, l'iris, c'était l'horreur. Et donc, vous imaginez bien que derrière l'élégance et la tranquillité de fleurs soigneusement sélectionnées par Maria Loboda se cache un discours venimeux. Opérant par tromperie, elle convoque une nature qui est observée, qui est lue, où chacune des fleurs émerge en allégorie d'insultes et autres épithètes. Et dans cette sculpture verbale, rien ne ressemble à ce qu'il est. Il ne s'agit pas seulement de voir des œuvres, mais de leur faire dire ce que leur beauté semble taire. Et le retour du floral comme sujet majeur offre l'occasion de se pencher sur une pratique contemporaine qui embrasse dans ce motif un peu désuet, qui est la nature morte, une multiplicité d'approches vers ce que les fleurs symbolisent. Les fleurs, c'est le décoratif, c'est le mineur, c'est l'éphémère, c'est le kitsch, c'est les mots faciles. Et toutes les compositions florales de Wolfgang Tillmans assument leur banalité en étant des captures prises dans son atelier, devant sa fenêtre, dans les rues de sa ville. Et donc on voit dans cette bouteille de Sampé, voilà cette magnifique orchidée qui est là en train de s'épanouir sur un tabouret d'atelier. On a vraiment l'impression que c'est un modèle sur une sellette, vous voyez, qui pose, ou comme ici sur la fenêtre du balcon, là à l'inverse, une autre construction, une autre narration. C'est très caractéristique du travail de Wolfgang Tillmans qui mêle l'intime et le collectif avec ces natures mortes qui captent une mémoire des troubles, des affects, des bonheurs simples. À la seule vue d'une fleur, on se dit tiens, même si elle est exposée dans un cadre un peu dégradé avec un briquet, Need Queen, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a un côté ethnographique chez Wolfgang Tillmans qui établit un lien sensible entre la photographie, c'est-à-dire l'acte de regarder, de s'engager avec les surfaces du monde, et puis l'expérience sensuelle, où il nous invite à investir l'image dans nos sens, à apprécier la relation modeste qu'on a avec le monde.
Il y a une très grande beauté, je trouve, dans des papillons, tout ça, on a l'impression que ça vole, hein, et très grande dénuement et en même temps une rigueur dans l'image. Contre la beauté universelle admise béatement, il y a certains artistes qui incorporent du sensible dans des œuvres à dimension politique. Ici, cette beauté, elle est prise pour son caractère ornemental secondaire, avec la lecture de détails de processus historiques. Et en l'occurrence, c'est une œuvre de Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa, Ouganda 2014, avec un protocole qui est écrit et qui est signé par l'artiste, avec des documents iconographiques. Mais ce qu'on voit dans la galerie, c'est uniquement ce bouquet de fleurs sur le mur. Et donc, c'est la seule trace qu'on pourra trouver. C'est une série où l'artiste a mis en place un véritable protocole. Il s'agit pour lui de rechercher un détail, toujours le même dans les archives iconographiques de la décolonisation des pays africains. Les bouquets de fleurs. Les bouquets de fleurs utilisés lors des événements liés à la signature de traités, à la passation de pouvoir, à la création d'un nouvel État souverain, etc. Et une fois qu'il a isolé ce bouquet de fleurs, une fois qu'il a isolé le détail, ça va devenir le référent pour reproduire le bouquet d'origine, alors que l'archive photographique, elle, n'est jamais exposée. Et le bouquet devient le seul nouveau document. Et vous imaginez bien, rapidement, les fleurs se fanent, et ça témoigne de la fragilité, ou plutôt de fragilités multiples, celle de l'archive, celle de sa compréhension, celle du symbole, celle de la façon dont elle va être divulguée, celle de la mémoire et de l'histoire, enfin, vous comprenez, celle de la stabilité même des États africains qui sont créés à ce moment-là, et peut-être enfin, peut-être aussi certainement le signe féminin de l'absence d'un genre féminin dans l'écriture de la grande histoire. Voilà, le bouquet il est purement décoratif et comme une belle plante. Je pense que c'est aussi une manière un peu féministe de souligner ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être révolutionnaire et d'aimer les fleurs? Vous voyez, dans ces fleurs en composition ou en décomposition, on voit bien qu'on peut se poser de manière très pertinente cette question qui alimente le fond de pensée de certains qui songent que conjointement à l'accroissement des femmes dans le monde de l'art, les sujets sont devenus plus petits, plus mous, plus anecdotiques, plus personnels, qu'on n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est possible d'être révolutionnaire et d'aimer les fleurs? Mais cette phrase, elle renvoie aux préjugés occidentaux qui considèrent certains objets comme certains sujets comme désactivés politiquement. Mais vous comprenez bien, l'idéologie politique, elle se pose partout, qu'on le veuille ou pas, y compris sur les fleurs, en donnant son nom aux révolutions. La révolution des œillets, par exemple. Vous voyez, cette méfiance envers le caractère conformiste des fleurs rejoint la littérature. Vous voyez, deux éléments qui agissent comme obstacle à la rébellion, à l'action. Le titre de cette œuvre, c'est Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Robinson Crusoe, c'est le roman de Daniel Defoe, 1719, on le connaît tous, donc il est là avec son radeau, et sur son radeau, il y a des ikebanas. Il y a des magnifiques ensembles de plantes, et puis des matériaux de construction, et tout ça sur un journal. C'est Camille Enrault. Camille Enrault qui a remporté de nombreux prix pour la France dans le cours de son travail depuis les 10 dernières années. C'est en effet pour pallier à l'absence de sa bibliothèque quand elle est arrivée à New York qu'elle a décidé de s'approprier l'art de l'ikebana. Et donc, elle va commencer à créer, selon la tradition japonaise, l'ikebana, c'est pour consoler l'âme, hein, c'est une traduction, et représenter de manière synthétique mais naturelle le livre qui manquait sur ses étagères. Et elle dit, ce sont plus ou moins des livres dont les auteurs portent un regard éthique sur le monde, tout en le prenant à bras-le-corps. Ils décident d'une méthode pour réfléchir à la subjectivité et laissent leurs obsessions se développer. Vous comprenez, hein? Historiquement marginalisé, qui est considéré comme le sous-produit d'un amateurisme charmant, création artistique mineure. Toute cette série, est-il possible d'être révolutionnaire et d'aimer les fleurs, embrasse la nature morte florale sous toutes ses formes, esthétiques, sémantiques. Vous voyez, des livres aux fleurs, il y a un pas et un projet qui met en lumière nos préjugés sur ce qui est
inoffensif ou offensant à propos de ce qui appartient aux arts de l'intellect ou à ceux du quotidien. C'est hybride, c'est impur, avec Camille Henroux qui jette un doute sur la façon dont l'histoire occidentale est cloisonnée, linéaire. Et elle dit, faut pas oublier qu'il y a des parts d'emprunt, de zones d'ombre. Elle dit, je pense, vous savez, à la dichotomie entre la conception du sacré dans la vie quotidienne orientale et la hiérarchisation extrême dans le monde occidental, qui place l'intellect au-dessus de tout. Je trouvais intéressant d'articuler un projet via les fleurs à la fois banales et naturelles, mais aussi objets sophistiqués dans le sens où elles sont souvent nommées en rapport avec la mythologie ou la littérature. Je vous renvoie en cette période de confinement au très bon récit sur la Grande Peste de Londres de 1765 que Daniel Defoe a écrit, le journal de l'année de la peste, qui est à lire en ce moment. Trevor Young, Y-E-U-N-G, est né en 1988 et en 2016, il nous fait la mère des ananas avec cet évier sur lequel une lampe donne de la chaleur avec des tubes, des pompes en dessous. Vous voyez, il y a des éponges en mousse de polyuréthane. Et puis à l'intérieur de ce bac, il y a une plante. On est dans l'art post-conceptuel. La fleur est déclinée comme un fragment de réel qui prend sens à Hong Kong, dans cette verticale d'immeubles que vous voyez derrière. Il n'y a plus aucune nature dans cette brutalité architecturale. L'organisation syntaxique de Trevor Young, ça provient souvent de ses conflits intérieurs et il va utiliser les plantes comme des figurantes dans des scénarios qui font référence aux intrications des relations humaines, torturantes, difficiles, quel type on peut avoir de contact avec les autres, les liens interpersonnels. Et donc, il va entretenir avec les plantes tout un système d'interaction. C'est un horticulteur amateur qui vit entouré de dizaines de spécimens botaniques dans son appartement hongkongais et qui envisage donc le végétal comme une métaphore. Vous voyez, ici, l'installation, c'est une circulation d'eau en vase clos qui tourne autour de la capacité de rétention d'eau de cette plante ananas carnivore. Donc, vous voyez, elle est à la fois source d'eau et de nutriments lorsque les insectes viennent s'y abreuver, et en même temps, on est à Hong Kong, une métaphore de l'adversaire, de la relation des individus en société. En réalité, peut-être que cette petite évier, c'est une métaphore de Hong Kong lui-même, et cette plante ananas, une métaphore de la complexité des relations avec la Chine, dont on voit aujourd'hui qu'elles sont encore plus tendues que jamais, avec les lois qui vont a priori être portées par la Chine dans les jours qui viennent pour réduire encore cette idée d'un pays avec deux régimes. On a donc les plantes et cette nature discrète mais tenace qui la rend omniprésente dans l'art contemporain. Voilà une œuvre de Yoshihiro Suda, un artiste japonais né en 1969. Vous voyez, quand on passe près de la nature, c'est presque inaperçu, parfois disposé sur le coin d'une simèse, contre le rebord d'une vitrine à l'angle d'un mur. Vous voyez, les fausses plantes de Yoshihiro Suda érigent l'ordinaire au rang d'œuvre d'art. Mais à travers ces minutieuses représentations de fleurs et de feuilles, tout ça c'est faux, y compris la taille, la coloration, les détails intérieurs, l'artiste japonais parle aussi, et sinon davantage, de tout un environnement, de tout l'espace qu'il n'occupe pas en préférant les espaces délaissés. Ces herbes qui poussent entre les intersections du béton, ça évoque un monde en germination constante, une dimension à peine appréhendée par le monde occidental. Là encore, je crois que le Covid-19 a caché la grande vague de crise climatique qui est en train d'arriver. Et, vous voyez, c'est une œuvre très délicate qui tend vers une décroissance du spectaculaire. Peut-être que nous avons à apprendre des artistes asiatiques aujourd'hui. On va clore ce chapitre sur fleurs en composition, en décomposition, avec cette œuvre d'une américaine qui s'appelle Amy Yao, née en 1977 à Los Angeles. Intercontinental Drift No. 2, 2016, sont des fleurs artificielles. Pas de germination, mais en revanche de la prolifération pour ces fleurs-ci, qui sont présentées surtout dans leur facticité. Elles sont dotées d'une
valeur d'usage courant, vous voyez, nourrie par la culture de masse. Il y a un genre de contagion du naturel par le synthétique qui est devenu invisible mais tellement présent, avec des fausses fleurs tellement vraies. Et donc, elle va faire des suites de fausses fleurs presque pop art, nouveau réalisme. Et Ami Yao va sceller des fleurs artificielles dans les murs et les protéger avec des panneaux en plexiglas affleurant, vous voyez, la surface du mur. Elle joue sur la nature paradoxale des fleurs en soi. D'ailleurs, sa mère a travaillé pendant de nombreuses années en tant que grossiste de fausses fleurs. Et les œuvres fournissent une prétention esthétique, vous voyez, à la beauté, en même temps qu'elle nie la nature périssable des vraies fleurs. La beauté éternelle. Merci. Formidable, non? Vous voyez, une œuvre qui ne se décompose plus. C'est la fin de la vanité. Les hommes dominent totalement les choses. On n'a plus à avoir peur de Dieu puisqu'on fabrique des fleurs éternelles. Les œuvres de Yao comme Intercontinental Drift, elles sont disponibles sur commande limitée. Elles varient en taille et en couleur de manière à s'engager pleinement dans l'architecture environnante. Elles s'intègrent dans les murs et elles assument leur rôle décoratif. Vous comprenez que dès lors que le végétal est apparu aux yeux de l'homme, il est devenu culturel, artificiel, agencé et sélectif. Je vous propose de poursuivre avec l'idée qu'il faut cultiver son jardin. C'est bien parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans cette soirée ensemble. Cultiver son jardin, et je vais introduire ce troisième chapitre avec cette peinture du jardin de Pompéi, dans la maison du bracelet d'or. On est, je vous le rappelle, 30-35 après Jésus-Christ, une grande fresque qui fait 2 mètres sur 2 mètres 57. Ça fait des millénaires, hein, et dans toutes les civilisations, que le jardin réfléchit un état de société, l'état d'une organisation humaine. Donc, il s'agit d'un microcosme du monde vu par une culture singulière, ou même, je pourrais dire, une contraction du monde. Vous voyez, c'est sa densification que l'on a ici. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, la question de la rencontre entre jardin, esthétique et philosophie devient pertinente avec la conception du jardin comme lieu d'agrément, et plus seulement comme lieu de production. Le jardin romain, dans ce prolongement, assume une triple fonction, à la fois alimentaire, ornementale et religieuse. Religieuse, c'est une fonction. Le rôle symbolique de la représentation de la nature, l'évocation de la protection divine, ça va devenir un motif ornemental raffiné destiné au grand format, aux peintures murales qui décorent les villas luxueuses de l'Empire. Et donc, ici, on est dans un salon de réception qui est ouvert sur un vrai jardin et se trouvait peinte la vue d'un autre jardin disposé sur 3 parois. Ici, c'est la représentation d'un jardin imaginaire luxuriant avec une multitude d'essences naturelles, des espèces animales, surtout des oiseaux, avec un fond azur uniforme. Là, on voit les craquelures du mur, mais en réalité, il y avait vraiment un ciel d'un bleu uniforme. Et à chaque élément végétal s'attache évidemment une symbolique liée au culte des dieux, Apollon pour le laurier, Vénus pour la rose, hein, Vénus. Enfin, vous voyez, on a toutes sortes de compositions symétriques avec le grand vase qui est utilisé comme fontaine au centre, puis les masques suspendus des figurines que l'on suspendait aux arbres en offrande à Saturne et à Bacchus, et puis des tablettes en marbre particulièrement travaillées qui représentent les Ménades allongées en référence au culte dionysiaque qui marque le début de ce que nous, les historiens d'art, nous appelons l'artialisation de la nature, c'est-à-dire qu'on commence à voir la nature à travers les yeux des artistes. Et elle devient autre chose qu'une nature naturante, mais bien une nature artistique. L'artialisation. Robert Irwin, en 1997, est invité au Getty Center à Los Angeles pour produire ce jardin central, 12 400 mètres carrés, avec un jardin qui comprend une passerelle, un ruisseau sinueux, qui est entouré d'une flore verdoyante, avec des nouvelles plantes qui sont continuellement ajoutées au jardin à mesure que la pièce continue d'évoluer dans le temps. Donc, vous voyez, il y a des tonnelles de bougainvilliers qui parsèment le paysage, il y a un labyrinthe de haies d'azalées qui est le cœur du jardin. Ce qui intéresse Robert Irwin,
c'est le mouvement. C'est-à-dire que le monde ne se donnerait pas sans le temps que suppose le mouvement. Et Robert Irwin, dès les années 60-70, il s'était concentré sur l'observation des phénomènes de perception. C'est lorsqu'on regarde la longue histoire des jardins européens qui était cantonnée à un rôle d'agrément ou d'apparat en prolongement de l'architecture, le jardin est devenu, aux États-Unis en particulier avec les artistes du land art, un terreau riche d'inspiration et extrêmement propice à l'inventivité pour les artistes et les architectes paysagers. Donc, Robert Irwin va se mettre, il y a à peu près une cinquantaine d'années, il est né en 1928, à rédiger un certain nombre de textes théoriques qui vont l'orienter vers la conception d'un art conditionnel, conditional art, c'est-à-dire un art qui consiste à créer les conditions environnementales d'une perception de qualité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous comprenez autrement dit, des conditions qui n'ont pas de réalité physique, qui ne sont pas quantifiables. Lui dit, tout le processus de l'art, tout le sujet de l'art, c'est une enquête continue sur ce que c'est que d'être au monde. Sculpture contemporaine sous la forme d'un jardin aspirant à l'art. Voilà ce que tente Robert Irwin. Le jardin conçu sur l'idée d'un parcours qui guiderait le visiteur de l'architecture écrasante du musée jusqu'à la complexité d'une seule fleur. Et il explique ça, il dit la nature au fondement, la nature elle est au fondement de l'expérience esthétique. Il dit, c'est un peu complexe mais c'est très intéressant, il dit le jardinage est phénoménologique. Ça ne finit jamais, ça bouge sans cesse. Je vais encore tous les mois au jardin du Getty et je regarde chaque plante, chaque fleur. Et ça change tout le temps. Le phénoménologique et l'éphémère se recoupent. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui bouge en permanence. C'est-à-dire, comprenez bien, ce qu'il dit, c'est ce qui m'intéresse, c'est les cycles de la vie végétale, la germination, la floraison, la dégénérescence, et tout ça, c'est le rythme. Et ça rythme nos relations avec le monde vivant. Donc vous comprenez bien qu'on est dans une alternative avec... On est dans une alternative avec ce dualisme cartésien. Vous savez, quand Descartes oppose nature et culture, on a aujourd'hui ce que les philosophes appellent, les sociologues, un holisme écologique qui s'impose avec force dans les pratiques contemporaines. Et ici, à partir de matériaux précaires, recyclés, Reto Pulfer, qui est un artiste suisse qui est né en 1981, Reto Pulfer propose une intervention paysagère qui sublime le lever de l'étoile Antares, la supergéante rouge. Vous voyez, c'est composé de pierres, de plantes sauvages locales qui sont disposées dans un large fossé, avec une installation artificielle. On voit vraiment que c'est artificiel, qui évoque un temple antique qui est voué à être envahi par la nature. Reto Pulfer, il a sélectionné des variétés précises de plantes, le thym, parce que ça évoque le changement et le temps. Ça, en anglais, thym, ça se dit time. Ça se prononce comme time, temps, vous voyez. T-H-Y-M-E. L'ortie, qui est une espèce urticante et comestible. Le piment, aussi rouge qu'Antares, et la fougère, une plante ancestrale à rhizome qui présente aussi des qualités, enfin, on la retrouve en tous les cas dans les romans de science-fiction qu'il écrit dans le cours de son travail. Je vous laisse découvrir une petite vidéo dans le cadre des transhumances au Centre d'art et du paysage de Bastille-Claire, formidable lieu dans lequel on peut croiser ces questionnements autour de la nature et de la culture. Cette œuvre que j'ai réalisée ici sur site, sur l'île de Vassivière, c'est un creux dans la prairie qui est coupé normalement de temps en temps. Et là, dans le creux, il y a des pierres locales que j'ai trouvées dans la forêt où c'est comme des débris. Il y a aussi des pierres de béton, les ruines industrielles, comme dire. Et j'ai transplanté des plantes que j'ai trouvées sur l'île. Alors là, il y a une grande pierre derrière et deux autres pierres et ça crée une axe qui montre sur la colline où il y a le lever de l'étoile Antares. C'est une étoile très rouge dans la constellation de Scorpio. Donc le scorpion, c'est cet animal
piquantes. Et donc en même temps, il y a le chili, le piment dans l'installation et les orties qui sont aussi des choses piquantes. J'aime bien l'idée que les pièces sont animées. Je crée des choses qui vivent par soi-même. Les sculptures, les peintures, où je reprends des matériaux qui ont été déjà utilisés, qui viennent dans une autre vie. Et ça, avec les plantes, c'est la même chose parce qu'une plante, c'est une espèce vivante, donc c'est sûr que c'est quelque chose de vivant. Je voulais pas venir et créer quelque chose de brutal qui marque une idée fixe dans le paysage ou qui détruit. Je suis plutôt intéressé comment je peux introduire quelque chose qui est dans la nature, qui pousse dans la nature ou qui est ouvert pour le changement, qui inclut la mousse qui est là, qui peut peut-être grandir ou pas, ou les pierres de béton qui peut rester ou trouver une vie dans cette constellation. Je réponds à la situation que c'est un lac, un barrage artificiel et qu'on a bien compris dans l'histoire de la nature, c'était toujours quelque chose de créé. Donc, et là, c'est une prairie, c'est artificiel. Il y a le tracteur qui vient pour couper la prairie. Et le barrage, c'est un lac où les gens peuvent se baigner, c'est très bien. Alors comme ça, je voulais aussi dire que c'est quelque chose d'artificiel. Ça inclut les choses, les plantes qui vivent, mais je les transplantais, donc c'est un process artificiel. Et il y a des pièces de béton qui sont artificielles, mais en même temps, ils sont déjà dans cet environnement. Je l'ai trouvé sur une pile où il y avait les plantes qui poussent, donc ça fait partie de la nature. On ne peut pas vraiment diviser les deux. Mais en même temps, on peut dire que il y a toujours l'artificiel dans le naturel. Je vous laisserai découvrir la suite du travail de Reto Pulfer avec ce charmant accent suisse sur Internet. Vous pouvez, la vidéo dure 6 minutes, donc je ne pouvais pas vous la mettre entièrement, mais je vous encourage à aller dans la cytographie que vous avez dans votre petit livret de salle, aller regarder le travail de Reto Pulfer qui est passionnant, et en même temps vous connecter sur le site du centre de l'île de Vassivière, du paysage, parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire pour se confronter à ces questionnements. Ce centre d'art et du paysage de Vassivière, ça vaut le coup d'y aller déconfiné. Si le jardin, ça reste un lieu d'observation et de réflexion de tous les rapports entre le naturel et l'artificiel, je pense que le jardin est aussi devenu un lieu en pleine expansion parce qu'on est en train de repenser les liens entre le réel et le virtuel. Du coup, il est ouverture. Ça reste un vivier formel infini pour l'inspiration des artistes. Vous voyez, l'installation ici, elle est inspirée des serres botaniques du 19e siècle et aussi des biosphères en Arizona et enfin des expériences de plantation en orbite. Si l'édification des serres tropicales a, je pense, terminé la domination qu'on pouvait avoir sur la nature en créant artificiellement les paysages exotiques avec leur climat, leur plantation, etc. Aujourd'hui, en orbite, on a l'annonce d'un départ sans rémission. Cette scène, qui est désertée de toute présence humaine, présente un écosystème plurisensoriel, hyper connecté. Vous voyez, très complexe comme mise en scène. C'est une œuvre de O.L. Duret, un artiste qui est né à Nantes en 1988. C'est déserté de toute présence humaine et ça présente un écosystème qui combine des éléments organiques avec des plantes d'espèces variées qui sont disposées hors sol et puis différentes technologies, des bandes sonores, des sources lumineuses, des machines à brouillard, des systèmes hydrauliques. Et c'est un dispositif qui est piloté par un algorithme qui compose le climat en temps réel, en déclenchant de façon aléatoire ces éléments à partir de données climatiques qui sont publiées à travers le monde en temps réel sur le réseau social Twitter.
Donc vous comprenez, on est dans une sorte de jungle domestiquée, enserrée dans un réseau de câbles, gouttes, suintes, grésillent, vibre, respire, à la manière d'un organisme mécanique inquiétant. pH inférieur à 7, logique de 2000. Elle durait train de concept et de prothèse totale. On a appris à slider sans en avoir une compréhension pleine. Sans mettre en place des activités réellement mécaniques. D'une certaine façon, cette nature fait à la technologie c'est une installation qui doit stimuler la technologie sur l'application. Je vous laisserai aller découvrir le travail de O.L. Duret. Pour l'instant, je voudrais continuer à réfléchir sur notre époque qui commence tout juste à questionner le monde organique et ses enjeux scientifiques, économiques et surtout éthiques. Voilà une œuvre de Andrea Caretto et de Raffaella Spagna, deux artistes italiens nés au tournant des années 70. Ça s'intitule Food Island, une œuvre de 2008 qui a été faite au centre Rurart à Rouilly, à côté de Poitiers. Extraordinaire lieu dans lequel on débat et on réfléchit autour de l'art et entre autres des questions autour du végétal. Vous savez, je crois qu'on peut être convaincu que il y a un engagement vis-à-vis de la nature qui ne doit pas être son idéalisation. Il y a aujourd'hui des organismes vivants réels, des artistes, des scientifiques, et tous doivent appréhender la nature non pas comme un élément en arrière-plan de la culture humaine, mais bien comme un prolongement de l'humanité. Et répétons-le, hein, je pense que ça va être une condition essentielle de la vie. De fait, les artistes en tant que, comment je pourrais dire ça, scientifiques naturels, de scientifiques culturels, ils s'intéressent de plus en plus au système vivant dynamique et ils deviennent presque ce qu'on pourrait appeler des ethnobotanistes. C'est-à-dire que c'est une discipline, l'ethnobotanique, qui a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle et dont l'importance ne cesse de s'accroître depuis les années 90 parce qu'elle place les plantes au cœur d'une histoire des usages qui n'est pas directement visible. Et c'est le cas de ces deux artistes. Andrea Caretto, elle est artiste paysagiste, muséologue diplômée en sciences naturelles, lui, et donc Andrea Caretto, lui, hein, et Raffaella Spagna, elle, hein, mais pardon. Les deux s'appuient sur une approche intuitive de l'art en s'interrogeant sur des phénomènes qui ne trouvent pas forcément leur place dans l'approche classique, qu'on trouve dans les sciences naturelles en particulier. Ici, vous voyez, vous avez une installation hydraulique et végétale qui est intitulée Food Island, comme ces petites îles que l'on voit suspendues dans l'espace avec tout un réseau de microcosmes suspendus dans les airs avec une dizaine d'îlots comme ça qui abritent chacun un organisme vivant, plantes, légumes, bois, etc. C'est très dérisoire, c'est un minutieux système de goutte à goutte qui permet de maintenir ces organismes hors sol en vie. Et il y a le substrat neutre qui est régulièrement irrigué d'un courant de solution qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la plante. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Et donc on a, avec de la lumière, cette installation qui est conçue comme un système complexe dans lequel
Chaque élément est lié à l'autre par un réseau de relations, souvent non linéaires, et ça raconte les processus de croissance, les processus de transformation des matières organiques en matières inorganiques. C'est ce qu'on appelle l'art biologique. Biological art. L'art biologique, ça expose le cycle de la vie et ça montre la puissance de la nature à survivre dans des conditions limites, tout en l'esthétisant. Parce que vous voyez bien que c'est très graphique, c'est très dessiné, et que il suffit de voir comment, avec ce type de proposition artistique, ça renvoie à des utilisations très concrètes comme celle des fermes urbaines. Vous savez, ce concept innovant de culture végétale en milieu fermé, qui permet de cultiver hors sol, verticalement, des plantes, des salades, des pissenlits, du basilic, etc., en mobilisant peu de surface et peu de ressources dans les villes. Max Hopper Schneider est un artiste californien né à Los Angeles en 1982 et il nous propose Transfer Station en 2019. Vous comprenez que le jardin, ça devient le lieu de la bifurcation génétique. Ça infléchit, comment je pourrais dire ça, les déterminismes au profit de l'évolution. Et donc Max Hopper Schneider élabore des fictions d'un monde qui souligne l'aveuglement, l'anthropocentrisme des infrastructures humaines et évidemment le fait que ça affecte les règnes animales et végétales et même l'environnement dans son ensemble. Donc on va avoir des œuvres de cet artiste américain qui sont des scénarios fictifs avec des situations un peu paroxystiques comme ça, très critiques de la façon dont l'écologie de la Terre est en devenir, des liens entre l'humain et le non-humain, la construction et la destruction. Ce sont des paysages qui débordent d'éléments naturels colorés, entrecoupés d'objets fabriqués par les hommes, soit neufs, soit récupérés. Il dit « Mes matériaux, c'est un compost pour l'avenir. Même à l'état de ruine, ces matériaux éphémères restent vitaux et susceptibles d'enflammer l'imagination. Parce que l'avenir est incertain, parce que l'on a besoin de ce substrat matériel comme d'une source d'énergie. Ici, vous voyez, cet homme a trouvé refuge sur cette petite île. C'est comme un jardin secret, un jardin. Alors, il utilise le mot hortus conclusus. Vous savez, c'est ce jardin des dieux dans lequel se trouve la Vierge avec les anges. Et donc, c'est comme un hortus conclusus qui, au bout de plusieurs siècles, se mue en terrain vague, comme une capsule temporelle chargée d'adresser un message à quelques écosystèmes, quelques civilisations du futur. Voilà. Max Hopper Schneider est diplômé d'un master de paysage, mais de paysagiste et de biologie. Et quand on lui pose la question, pensez-vous que l'homme est voué à muter pour survivre? Il dit, vous savez, l'état actuel de la planète suggère que les formes de vie non humaines finiront par dominer et que les humains vont soit s'éteindre, soit évoluer vers de nouvelles formes pour survivre. Voilà quelqu'un qui nous explique bien qu'il y a un avenir impensé qui est toujours est déjà en train d'advenir et qu'il va falloir réfléchir à son sujet, exactement comme nous le propose Angelo Vermeulen avec cette œuvre de commande passée par les nouveaux commanditaires de la Fondation de France, cette tour de la biodiversité qui a été construite à Villebruck en 2015. On est à l'heure des phénomènes intensifs de brassage, de métissage, de migration, et ça reconfigure sans cesse la biodiversité. Et ce que dit Angelo Vermeulen, c'est que le fait de fermer un jardin aujourd'hui, ça semble totalement déplacé. Qu'il faut réévaluer les choses, vivre en commun, que le jardin, ça devient un lieu hors de lui-même, que si on vit dans une perspective écologique, biologique, sociologique, eh bien, on va se trouver dans un parc à compost. On est dans le quartier multiculturel et populaire de Villebruck Sud, qui est un lieu où il veut mettre en relation, composter et se rencontrer. Donc, il fait une tour où les gens vont venir pour organiser du recyclage, du compostage, de la biodiversité, de la récupération d'eau, de fabriquer des énergies réutilisables. En réalité, il dit, c'est une tour de biodiversité.
Pensez aux tours de Babel, pensez à cette tour qui réunifie l'humanité. Ce sont des maîtres compostiers qui ont passé cette commande à la Fondation de France, et elle propose une version de jardin des villes dans lequel l'homme accueille et entretient. Voilà, Angelo Vermeulen et sa tour de la biodiversité qui nous ouvre la voie pour un dernier chapitre beaucoup plus court que les précédents, que j'ai intitulé Le végétal, un art chlorophylle, et que j'entame avec cette œuvre d'un graffeur, d'une street artiste britannique née en 1985, qui s'appelle Anna Garforth, Grow, comme on le voit écrit ici, réalisé en 2013. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques esthétiques qui ne font plus seulement du végétal un objet d'étude ou un thème abordé par l'art, mais qui utilisent le végétal comme un élément concret dans la croissance, l'évolution, le mouvement, font partie d'énoncés conceptuels. Né dans les années 2000, il y a ce qu'on appelle l'éco-street art. L'éco-street art, c'est une pratique assez singulière qui consiste à utiliser un mélange de mousse végétale sous forme de boue riche en nutriments que l'on applique sur les murs. Anna Garforth poétise le végétal dans les rues de Londres. Elle trace des mots comme nourrir ou alors dans cet air chargé de sport, etc. Ça devient des traces vivantes et ces réalisations sont temporaires. Évidemment, elles brunissent et c'est une manière de les soumettre à l'échec qu'est la vie urbaine industrielle telle que nous vivons aujourd'hui. Vous vous rappelez de l'affiche que je vous ai montrée tout à l'heure, sans aucun doute, avec ce portrait testament à Milan, dans cet immense lieu d'exposition qu'est le hangar Bicocca. Ackroyd et Harvey, Heather Ackroyd, elle, et Dan Harvey collaborent depuis 1990. Vous avez ici une photographie végétale réalisée en 2018. The Lark Descending, c'est le nom de la série. Leith Hill, c'est une colline avec le ciel que vous voyez derrière. Ici, cette œuvre renvoie à la peinture de paysage et à l'histoire de sa représentation. C'est une vue aérienne de Leith Hill capturée par des images de drone qui est imprimée directement sur un mur d'herbe vivante. Et donc, on a cette impression en photosynthèse grâce à la réaction des semis d'herbe à l'éclairage qui révèle la dimension transitoire, fugace de l'énétement naturel et végétal. Donc, vous voyez, Ackroyd et Harvey font ces grandes photographies avec cette idée de la nature comme organisme vivant. Ils cherchent à relier l'expérience esthétique à l'esthétique environnementale par
j'ai envie de dire, une immersion sensorielle globale dans l'environnement. Vous savez, il y a le philosophe Arnold Berléand qui explique que l'expérience individuelle de chacun d'entre nous, ses émotions, ses valeurs, ses croyances, ça devient aussi important que l'objet de l'attention esthétique. C'est important, hein? L'expérience qu'on a dans une exposition devient aussi important que l'objet auquel on prête attention. Donc, vous voyez, pensez comme un processus d'apprentissage essentiel. L'expérience esthétique devient, pour Ackroyd et Harvey, un processus d'environnementalisation. Et ça, je crois que on est là dans une dimension naturelle, vivante, fondamentale dans le travail de ces deux artistes. Ici, vous êtes à une œuvre que j'ai rajoutée, Dilston Grove, en 2003, où ils ont végétalisé l'ensemble de l'espace, qui évidemment nous plonge comme ça dans un lieu assez atypique. Adam Brown est né à Chicago en 1972 et il nous propose l'ombre sur le mur de la mort. C'est une performance en collaboration avec Rebecca Blessing. Vous savez, il y a de plus en plus de preuves génétiques, physiologiques, scientifiques, psychologiques qui suggèrent que les humains ont évolué biologiquement et culturellement pour être attirés par la verdure. Vous savez, la révolution industrielle a éloigné les humains de son contact étroit et elle s'est mise à compenser ce manque par une nature sous cloche, les parcs urbains ou les paysages en peinture. Et donc, Adam W. Brown est artiste, universitaire et chercheur intermédiaire et il s'appuie sur les processus chimiques du 19e siècle qui sont employés pour ramener artificiellement la verdure dans la vie des gens. Et ça, c'est un travail qui s'intitule Ombre des murs de la mort, Shadows from the Walls of Death, qui date de 2019. Le vert de Paris, qui est une couleur, hein, le vert de Paris, est produit en direct dans l'espace d'exposition, avec dans un environnement évidemment chimiquement sûr et contrôlé. Et ensuite, il est apposé sur un papier peint vert à motifs, dans les motifs 19e. C'est une performance qui s'inspire du chimiste Robert Kedzie, K-E-D-Z-I-E, qui avait réalisé en 1874 un livre qui s'intitulait Shadows from the Walls of Death, parce que il expliquait qu'il était important de sensibiliser le public au danger du papier peint qui était pigmenté à l'arsenic. Et donc, il y avait des pigments verts produits en masse qui étaient utilisés par les artistes, dans les vêtements, dans les papiers peints imprimés, et même comme colorants pour les bonbons, qui étaient des pigments toxiques. Et évidemment, ça signifiait empoisonnement, plus que santé écologique et végétale. Et donc, ce vert lie évidemment le destin de l'humanité à celui de son environnement. Vous comprenez bien que si devenir implique de se transformer en quelque chose d'autre, et donc de changer notre manière de concevoir l'existence même, les plantes, ça constitue peut-être cette altérité avec laquelle nous devrions choisir de nous relier pour peut-être court-circuiter cette manière extrêmement anthropocentrique qu'on a de penser le monde et de mettre sous tension l'ensemble du vivant sur la planète. Ici, c'est une œuvre qui s'intitule Devenir plante. Scotopoesis, une œuvre de 2019 de Spela Petric, qui est slovène, qui est née en 1980. Devenir plante. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on est passé de Homo sapiens sapiens à Homo erectus et on va être renversé dans notre propre course. Et ici, elle est demeurée immobile pendant plus de 20 heures devant un plant de cresson en germination. Vous allez me dire, elle a fumé le cresson? Ben non, pas du tout. L'ombre de l'artiste sur le cresson entraîne le blanchiment des plantes qui finissent par s'étioler. Donc vous comprenez, l'effet est réalisé par des phytochromes, c'est un des capteurs de lumière. C'est un peu technique, mais c'est des capteurs de lumière qui ne sont pas photosynthétiques pour les plantes. Et donc il y a une diminution de l'intensité lumineuse qui va du coup stimuler
la production de certaines hormones végétales, l'auxine en particulier, qui vont acidifier la paroi des plantes et du coup les tiges de cresson deviennent longues, pâles et les feuilles sont plus clairsemées. Donc vous voyez, la plante va faire un effort pour se développer à partir de l'ombre, va essayer de sortir de l'ombre et donc le cresson s'allonge, l'artiste en situation debout devient elle-même aussi prolongée, mais avec le reflet, elle se tasse comme ça. Elle aussi, elle rapetisse, parce que 20 heures sans bouger, vous avez une perte de liquide dans les disques intervertébraux. Vous voyez, c'est très travaillé. C'est un exemple de ces expériences mystérieuses de l'art contemporain de ces dernières années qui cherchent à faire la preuve qu'il y a une intercognition entre l'homme et le végétal. Voilà. Donc c'est, je crois, un des vrais défis de cette époque qu'on est en train de vivre. Si on a vécu une période d'anthropocentrisme, on est aujourd'hui dans le post-anthropocentrisme, et c'est pas seulement le fait de mettre la plante dans la proximité de l'homme, mais c'est aussi de reconnaître les différentes propriétés de chaque organisme et leur contexte rationnel dans les écosystèmes. Voilà des artistes qui sont très techniques, hein, et qui nous entraînent dans notre époque post-biologique à réfléchir sur la condition humaine, parce que on sait très bien que notre condition elle est renforcée par des interfaces, par des systèmes artificiels. C'est plus jamais important de penser tout ça, vous voyez. De la nature naturelle à une nature reprogrammée, de l'imitation à la conceptualisation, on a des chercheurs artistes qui se tournent désormais de plus ou plus souvent vers la nature pour la copier. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, la biorobotique, ou alors pour collaborer avec elle. Angelo Vermeulen nous programme ici Biomode. On vient de voir sa tour de la biodiversité. Ici, c'est une installation qui démontre les relations significatives entre biologie, les ordinateurs et les personnes. Vous savez qu'au niveau le plus élémentaire, Biomode, ça crée simplement des relations symbiotiques entre des plantes et des ordinateurs. Ça déclenche des conversations entre la communauté qui les entoure et les plantes. Par exemple, les algues sont utilisées pour refroidir les processeurs informatiques pour qu'ils puissent fonctionner plus rapidement, alors que la chaleur qui est générée par l'électronique informatique va être utilisée pour créer des conditions de croissance idéales pour l'écosystème végétal. Vous voyez, c'est un genre de boucle. C'est un projet open source. Vous pouvez aller sur le net, biomode.net, et vous allez voir des formes d'art hybrides dans lesquelles une place importante est donnée à la question de la qualité d'acteurs, d'autres organismes et de systèmes expérimentaux, à leur micro-performativité plutôt qu'à la technologie humaine. Et tout ça, évidemment, s'appuie sur une pensée philosophique contemporaine qui prône qui est le fait qu'il y a un continuum entre les espèces et les liens communs microscopiques. Voilà, je vous renvoie à Avatar avec ce bleu, qui est un film qui parle parfaitement de ces questions-là pour le plus grand nombre. Eco Logic Studio, en un seul mot, mais en trois termes. Eco Logic Studio est un collectif qui regroupe Claudia Pasquero et Marco Poletto, et il nous propose ici Ortus XL astaxanthine.g en 2019. Nous sommes interpellés par l'urgence philosophique et politique par les artistes. Les pratiques d'art écologique tendent depuis quelques années à se regrouper dans une catégorie qui est plus inclusive, qu'on appelle le bio-art. Et ça accompagne des nouvelles interactions entre la création et les domaines des sciences de la vie, des neurosciences et de la biologie, et ça génère des processus évolutifs de la vie synthétique sur Terre. Vous voyez ici, on a ces deux sculptures qui ont été réalisées avec, plutôt développées en collaboration avec des organismes vivants. En particulier des colonies de cyanobactéries photosynthétiques. Pour leur réalisation, il y a eu un algorithme numérique qui simule la croissance d'un substrat inspiré de la morphologie du corail et qui est ensuite imprimé en 3D. Et donc, on a ces cyanobactéries photosynthétiques qui sont inoculées par biogel à des cellules triangulaires
que les artistes, que les scientifiques appellent aussi biopixels, qui forment des unités d'intelligence biologique du système. Et leur métabolisme, alimenté par la photosynthèse, convertissent les radiations lumineuses en oxygène et en biomasse. Vous comprenez? On est là parmi les organismes les plus anciens de la Terre. On a une intelligence biologique exclusive des cyanobactéries qui est collectée dans le cadre d'une nouvelle forme d'architecture, une architecture qu'on pourrait appeler bionumérique. Vous voyez? Et cette peau redessine les prémices d'une interaction entre le monde citadin et le monde naturel d'un demain qui ne ressemble en rien à un retour aux arbres. C'est quelque chose de totalement inimaginable pour la plupart de l'humanité, du simple fait d'exister. L'hypothèse que tous les organismes évoluent ensemble et se modifient les uns les autres est finalement assez plausible. On va terminer avec One Tree ID, un arbre comme une identité, de Agnès Meyer-Brandis. C'est ma conclusion. On va finir en extrapolant avec deux artistes, Agnès Meyer-Brandis et Francisco Lopez, et son hyperforêt pluvieuse. One Tree ID, identité d'un arbre, la carte d'identité d'un arbre, ça condense l'identité d'un arbre spécifique en un parfum complexe qui peut être expérimenté par les visiteurs pour appréhender le système de communication de cet arbre au niveau biochimique. Je m'explique. La pièce, elle est basée sur le fait que les plantes émettent et communiquent via des composés organiques volatiles, des COV, des composés organiques volatiles. Donc des gaz, des molécules qui contribuent à la formation de nuages et que nous reconnaissons quand on va se promener en forêt et on dit « Ah, bah, c'est le parfum d'une forêt ». Jusqu'à là, je pense que c'est assez simple. Il y a des enjeux majeurs de la crise environnementale aujourd'hui. C'est important de le souligner en conclusion. On a longtemps ignoré, on a longtemps méprisé le végétal et nous avons fini par admettre que notre méconnaissance des organismes chlorophylliens, très majoritaires sur cette planète et essentielle pour toutes les autres formes de vie, était immense. Et depuis quelques années seulement, les biologistes reconnaissent à la flore des qualités cognitives et même émotives. Alors je sais que ça a de quoi en dérouter plus d'un, mais certainement pas les artistes, parce que c'est justement par une approche sensible qu'ils apprivoisent le vivant. Et donc, en appliquant cela, un visiteur peut non seulement porter de manière invisible les caractéristiques de l'arbre à côté duquel il se trouve, mais elle peut également utiliser des parties de son système de communication et potentiellement avoir une conversation qui, évidemment, bien qu'invisible et inaudible par nature, pourrait tout de même se produire au niveau biochimique en utilisant les ailes plantes pour échanger les informations. Donc vous voyez, Agnès Meyer-Brandis nous invite à dialoguer, à réfléchir, à entrer en biosynthèse avec un arbre. Et je crois que l'artiste a pour objectif de créer de l'empathie, de proposer une remise en question de la manière dont nous utilisons nos sens, de créer de nouveaux liens, de nouvelles interactions entre les espèces. Il ne s'agit plus de regarder un cadre dans lequel il y aurait représenté un arbre, mais plutôt de rentrer en dialogue avec la nature. One Tree ID is a perfume that enables biopoetic and biochemical odor communication between an individual tree and humans. Elle ne répète que ce que je dis. Ou l'inverse. Comment devenir un arbre? Parfum spécifique d'un arbre. The Project One Tree ID performs the ID of a specific tree into a perfume that then can be applied to the human body. Ça nous autorise à porter un parfum d'arbre.
All plants emit volatile organic compounds, VOCs, tiny molecules that contribute to cloud formation. Je ne peux pas vous passer toute la vidéo parce qu'elle dure 5 minutes, mais j'espère que ça vous a donné envie d'aller sur Internet, de taper Agnès Meyer-Brandis, cette artiste née en 1973, et de poursuivre de manière très empathique le travail avec elle, parce que ce sont des questions qui vont se poser de plus en plus. Et je crois que c'est essentiel que les artistes vulgarisent le travail des scientifiques à travers quelque chose d'extrêmement sensible, qui est de porter le parfum d'un arbre. Et on va terminer avec Francisco Lopez en musique, avec ses CD, puisqu'aujourd'hui, les couples odeur-parfum, son-musique, sont les signes annonciateurs de cette nouvelle éthique environnementale qui, pour esquisser le changement, quitte le terrain de l'argumentation rationnelle, du visible, pour redonner une place aux affects, au corps qu'elle a perdu. Alors, c'est un travail de Francisco Lopez qui est né en 1964, qui s'intitule Hyper Rainforest. Il a commencé en 2011 et qu'il poursuit depuis jusqu'en 2019. Donc, une hyper forêt tropicale qui est une installation sonore immersive. Donc, une installation dans laquelle on est plongé, créée à partir d'enregistrements environnementaux originaux réalisés par l'artiste durant une période de 20 ans dans les forêts tropicales du monde entier. C'est incroyable. On a une complexité sonore qui est indicatrice d'une incroyable biodiversité. Et du coup, cette composition qui est basée juste sur les caractéristiques en musicien, il parle de précomposition naturelle. Et on a cette hyper rainforest qui devient une hyper réalité, qui questionne et qui conclut notre cycle, qui questionne la nature humaine, complexe, nos relations, les relations à nous-mêmes et aux autres, à la biosphère que nous habitons, seuls, ensemble, à distance les uns des autres, en particulier depuis quelques mois, et la densité sonore qui rassure ou inquiète, c'est selon.